pour introduire nos débats, je voulais vous présenter une personnalité intellectuelle française de premier plan. Il a mené une carrière d'enseignant, entre autres à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a été éditorialiste au Figaro, chroniqueur au Figaro Magazine et à France Culture. Il a participé à la réflexion des think tanks que sont l'Institut Montaigne et la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Il a collaboré à de nombreuses revues comme l'Histoire, le Débat, Pouvoir. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, je cite le dernier, Les écrivains qui ont fait la République. J'ai le plaisir d'accueillir pour introduire ce congrès Alain Gérard Slama. Quel honneur et quelle présentation beaucoup trop flatteuse, chère madame, que je ne mérite absolument pas. Je suis évidemment impressionné, intimidé de parler devant un public de pédagogues d'abord, de militants au sens le plus généreux et nécessaire de cette expression en un moment où on ne peut pas dire que le militantisme soit orienté vers des actions positives et soucieuses de justice, comme c'est votre cas. Un de mes, d'ailleurs, soucis premiers face au monde que j'observe en vieillissant un peu, j'espère que ma voix n'est pas trop faible et qu'on l'entend, c'est la disparition, ou plutôt la démission de l'intelligence modérée. De même qu'il y avait des républicains modérés qui n'étaient pas modérément républicains, il peut y avoir effectivement dans le monde de l'enseignement des maîtres, des directeurs d'établissement qui soient des modérés, mais pas modérément modérés. Et le fait est que trouver la juste limite entre la cause pour laquelle on se bat, entre les éléments qui animent en vous une croyance, une foi, ça n'est pas chose facile aujourd'hui, où on est tenu, vous êtes tenu entre les deux pôles, également écrasants. D'un côté, de mouvements qui se laissent de plus en plus gagner, je ne dirais pas par le communautarisme, je dirais par l'identitarisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose, car l'identitarisme, c'est un individualisme tribal qui réunit les inconvénients des deux. Touche pas à ce que je crois, touche pas à ce qui est l'idée que j'ai de ce que je suis, ou alors, gare à toi, d'un côté, et puis de l'autre côté, l'autre élément auquel vous avez évidemment affaire de notre société, c'est le relativisme, c'est l'indifférence. Et le thème donc qui m'a été proposé, qui est je vous assure, un bon exercice de concours, hein, là il faut vraiment se mettre en chambre pour y réfléchir, c'est-à-dire quel est le rapport entre le bien commun et l'intérêt général. Ce n'est pas évidemment une partie de plaisir, mais il se situe juste au centre, et je pense que vous avez là une matière à réflexion et à débat pour la suite, très ample, et qui vous concerne directement, il se trouve exactement au centre de vos préoccupations. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cet héritage, disons, chrétien, thomiste, du bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Autrement dit, il y a derrière cette notion de bien commun une idée de morale. Et puis, de l'autre côté, l'intérêt général, qui est une expression de substitution, qui a été retenue pour quelle raison? Parce qu'effectivement, l'un des dangers, on le sait bien, tout enseignant le sait, de la morale à l'école, c'est qu'il se profile derrière elle les facilités, les abus,
parfois, et les violences d'une morale d'État. C'est évidemment un sujet fondamental, celui-là. Comment l'éviter? Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. C'est qu'il n'est pas lié à une époque particulière dans laquelle, en raison par exemple de la menace islamiste, qui est réelle, qu'il ne faut pas évidemment minimiser, nous trouverions confrontés cette idée qu'au fond, le monde change dans des conditions telles qu'il nous faut aussitôt arborer des oriflammes, prêcher des croisades, à notre tour, par un effet évidemment de miroir, qui aurait des conséquences, à mon sens, extrêmement dangereuses. Car on a là complètement la doctrine clausewitzienne de l'escalade. Chacun voulant répondre à l'autre, jusqu'où est-ce qu'on ne grimpera pas? Jusqu'où le duel ne montera-t-il pas? Nous le voyons bien d'ailleurs dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en présence d'un affrontement de plus en plus fort entre des camps, l'un qui est le camp de l'ethnique et du religieux au sens le plus radical du terme, et puis le camp de l'autre, d'un laïcisme, merci, le camp d'un laïcisme qui, lui, est porteur d'affirmations rationnelles, très satisfaisantes pour l'esprit. Il est toujours agréable d'être un esprit fort, mais également dangereuses parce qu'elles peuvent se trouver aujourd'hui sans réponse au nihilisme et à la tentation du nihilisme. Or, là aussi, il n'y a rien de nouveau dans ce débat-là, et chacun de ces débats a été soulevé en une période différente de l'histoire disons, des sociétés occidentales développées. Et si je me présente à vous comme historien avant toute chose, puisque j'ai quand même eu la chance de pouvoir être professeur à France Culture et journaliste à Sciences Po, j'ai eu ce privilège d'observer que les débats que je soulevais devant les étudiants ou devant les publics, l'opinion, se correspondaient assez largement. Alors, le rôle de l'histoire est absolument déterminant dans l'émergence de ces problématiques. Alors, la première émergence, c'est évidemment l'Antiquité et, dirais-je, le premier Moyen-Âge. La liberté du citoyen est évidemment la question que se pose la pensée antique. Mais attention, la pensée antique a le privilège de poser la question des fins de la politique. Fin de la politique, c'est-à-dire la liberté, le vivre bien, l'égalité. C'est la question de la nature du régime, c'est la question de la légitimité du pouvoir, et c'est aussi la question des causes de corruption des régimes. Et enfin, des relations entre les différents États. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que l'Antiquité, Aristote en particulier, se pose d'abord la question du meilleur régime démontré par des arguments de fait et non pas de valeur. Il n'y a pas de préoccupation ou de référence universaliste. Une autre différence de l'Antiquité, c'est la question moderne du rapport entre l'espace public et l'espace privé. La question n'est pas posée. Et la comparaison avec nos problématiques modernes permet de préciser ces deux décalages. Ça a été fait notamment par Moses Finlay, ça a été fait par Joseph Vernant, ça a été fait par Cordelius Castoriadis.
Alors, l'autre problème, c'est celui de la source de la légitimité. Démocratie directe ou bien représentation. Et les Grecs ont inventé les élections, on le sait, mais on voit aujourd'hui, on rappelle que dans certains cas, il y avait le système du tirage au sort. Mais en fait, le principe de légitimité électorale n'existe pas dans le monde grec. Ce n'est pas la sacralisation de l'urne, ce n'est pas la politeia, selon Aristote, c'est une démocratie tempérée par l'aristocratie. Donc faisons attention à ne pas borner cette conception de la démocratie à son acception moderne. La liberté, chez les anciens, la question du rapport entre l'État et la société, le pouvoir ne se distingue pas de la collectivité elle-même. Et vous connaissez tous le texte célèbre de Benjamin Constant, faisant cette analyse de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, dans laquelle il indique que les citoyens font la loi, sont appelés au moins 2 fois dans leur vie à devenir jurés. Les lois sont gravées dans le marbre pour que tous puissent les lire. La politique n'est pas un savoir, mais elle est de l'ordre de la doxa, de l'opinion. Elle se définit par ce qui est paru bon au peuple, et docet aboulet caïto demo. Et la source de la légitimité est la démocratie directe et non représentative. Les Grecs ont inventé les élections, peut-être, mais pas la légitimité électorale. Et la politeia idéale, selon Aristote, donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est une démocratie tempérée par l'aristocratie. Alors, la démocratie, en d'autres termes, dans l'Antiquité, n'a pas de normes extérieures à elle-même. C'est en ce sens que, bien entendu, les notions de bien commun et d'intérêt collectif et d'intérêt général sont totalement indistinctes. Et ça se retrouve dans la formulation d'Aristote. Car quelles sont les fins de la cité? Est-ce que c'est une organisation du vivre ensemble, ou bien, au contraire, là, le souci de donner un contenu éthique, un contenu culturel, au fait de bien vivre, et non pas vivre ensemble, mais bien vivre ensemble. Eh bien, l'expression d'Aristote, zen, a donné lieu à d'innombrables commentaires tirés dans les deux sens. Comment faut-il entendre ce bien? Est-ce que c'est un bien moral ou bien est-ce que c'est finalement l'adhésion des citoyens encore à une règle commune qui peut n'être pas du tout considérée comme une référence, avoir une référence morale de quelque nature que ce soit. Puisque nous voyons que toute cité, écrit Aristote dans le livre 1, c'est une sorte de communauté, et que toute communauté est constituée en vue d'un certain bien, et là aussi on a l'indétermination, un certain bien, car tous les hommes font tout en vue de ce qui leur paraît un bien, il est évident que tout vise un certain bien, et que précisément le bien souverain entre tous est la fin de la communauté qui est souveraine entre toutes et inclut toutes les autres, c'est elle qu'on nomme la cité ou communauté politique. Vous voyez, c'est une définition, quand on y réfléchit, assez largement tautologique. Il ne suffit pas de dire qu'une société est ou qu'une communauté est pour considérer que cette société soit bonne. C'est un des problèmes d'ailleurs auxquels nous nous heurtons aujourd'hui quand nous voyons la manière dont nous traitons ce mot de différence. La différence, évidemment, est une nécessité. La reconnaissance de la différence est un minimum, mais la différence n'est pas une valeur en soi. Je suis différent, ça ne veut pas dire je suis mieux. Ça pourrait être la réplique de Sacha Guitry. Comment va ma belle-mère? Ah, elle a changé, alors elle est mieux. Non, évidemment, la différence n'est pas une valeur en soi. Et la cité, donc, selon Aristote, ouvre des avenues immenses
à des interrogations infinies. Et Aristote hésite entre, pour définir ce certain bien, autrement dit, entre la part du logos, de la raison, et de l'éthos, de l'éthique, des mœurs, dans l'édification de la meilleure société possible. La loi naturelle hésite chez lui entre le droit positif d'un côté et les valeurs normatives de l'autre. Alors, il y aurait encore bien d'autres problèmes à évoquer à propos de l'Antiquité, mais ce que je veux indiquer, c'est que dès cet état de la pensée, une intelligence capable d'englober la quasi-totalité des constitutions connues en son temps, celle d'Aristote, nous dit clairement que le problème n'est pas tranché. Et va même plus loin, c'est-à-dire qu'au fond, pose la question, laisse ouverte la question de savoir ce qui décide entre les différentes cités et entre les différentes sociétés, ne serait-ce pas finalement une espèce de loi qui serait celle du rapport de force. Et c'est ainsi que dans Thucydide, dans le fameux livre 5, le texte célèbre des Athéniens et des Méliens, vous connaissez ce texte, ça pourrait être d'ailleurs un discours de Assad, nous allons vous détruire, et parce que ce n'est pas une injustice, c'est dans la nature des choses. Ce rapport de force, nous ne l'avons pas inventé. Et par ailleurs, si nous laissons vos enfants survivre, ils viendront à leur tour nous exterminer. Et il est bon qu'on mette un terme à la violence et à la guerre en supprimant tout simplement les acteurs possibles de cette violence. On voit très très bien jusqu'à quels excès, jusqu'à quels extrêmes peut porter ce discours. Alors je sais bien, évidemment, j'ai lu comme beaucoup d'entre vous Madame de Romilly, et qui dit que ce discours de Thucydide et ce texte de Thucydide, quand je passais l'agrégation, on attendait la traduction du livre 5 de Thucydide par Jacqueline de Romilly, et elle l'a fait sortir avec une perversité incroyable après les oraux. Et ce texte, effectivement, elle l'a toujours analysé, elle, comme un texte de mise en garde, comme un texte indiquant que, au fond, la Grèce ancienne voit les limites extrêmes auxquelles peut conduire la violence par horreur de la violence. Simplement suffit-il de décrire la violence, de décrire les extrêmes jusqu'où peut mener la situation où nous sommes, si on n'a pas les moyens d'y résister, si on n'a pas cette interrogation qui a été soulevée au XVIIIe siècle par Clausewitz, c'est-à-dire le problème de la dissuasion, le problème de l'escalade, le problème de comment faire pour arrêter le développement de la violence lorsque vous avez deux fleurettistes, enfin plutôt non, deux épéistes qui se battent à mort, éviter justement qu'on aille au-delà du premier sang. Comment faire pour contenir cette tumeur, cette espèce de passion ravageuse et destructrice qui, dans toutes les sociétés humaines, habite le cœur au moins d'une partie de la cité. Georges Dumézil a décrit, lui aussi, les origines des légendes indo-européennes, vous savez, avec son modèle de la tripartition fonctionnelle, les guerriers, les prêtres et les agriculteurs. Et il disait, mais au fond, les guerriers, c'est la tribu des Kshatriyas, chez eux, c'est la fureur. Il y a de victoires possibles que dans l'extrême recours à la violence. Bien entendu, le Moyen-Âge a rencontré une période qui s'est efforcée de se saisir du problème
et d'y répondre non plus par la référence à la fureur, je pense en particulier, toujours dans l'Antiquité, à Virgile, à l'Énéide, à la fureur qui s'empare de Junon, hein, Junon qui déchaîne les océans contre Ulysse. Qu'est-ce qui peut contenir? Bien, c'est évidemment, c'est la foi, c'est la religion, ça a été l'apport, l'héritage du christianisme, qui est une révolution sans aucun doute anthropologique. La phrase du Christ, quand on te tend une joue, quand on te frappe sur une joue dans l'autre, c'est pas l'idepsie de Nietzsche disant c'est une morale d'esclave, c'est une morale bien au contraire, qui brusquement fait éclater la vérité d'une volonté de paix. Et d'ailleurs, dans le discours des évangiles, mais je ne vais pas me permettre de me transformer en sacristain que je ne suis point, mais il y a aussi une autre dimension qui est tout à fait moderne, qui est la notion d'ordre public. Lorsque, dans l'épisode de la femme adultère, quand le Christ dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur la femme adultère, il sait que s'il était venu directement au secours de la femme adultère, c'était fichu. D'abord, lui, il ne restait plus rien de lui, et puis les témoins se seraient empoignés avec une violence catastrophique. Donc, il invoque le thème de l'ordre public, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et chacun aussitôt se dit, pense au désordre qui en résulterait, pense au scandale que cela représenterait, s'interroge à l'intérieur de sa conscience, et la paix revient. C'est une des sources peut-être les plus sérieuses et les plus intelligentes, à mon avis, de cette notion de laïcité. Séparation de Dieu et de César, oui bien sûr, mais il y a autre chose. La loi de 1905, comme vous savez, se présente comme une loi d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi d'ordre public? Ça veut dire que, précisément, le problème s'est posé tout de suite au lendemain de 1905. Qu'est-ce qu'on va faire si on a une parade religieuse, une procession, une manifestation? Allons, une crèche dans une mairie. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la réponse, d'après la loi de 1905, est très simple. Ou bien, il y a en effet, ça crée énormément de désordre, et dans ce cas, il faut y remédier, en le faisant de la façon la plus accommodante possible, afin de ne pas provoquer de désordre public, ou bien, s'il n'y a pas de désordre public, on laisse passer. À cette époque-là, d'ailleurs, beaucoup de magistrats ont été saisis de plaintes de la part de catholiques déchaînés contre la loi de 1905, et en disant, mais enfin, vous vous rendez compte, on veut nous interdire, etc. Les tribunaux, à ce moment-là, ont tranché très tranquillement, en disant, oui, dans certains cas, il fallait laisser passer la procession. Il y a eu plus, d'ailleurs, de décisions de maires interdisant des processions que de décisions allant dans le sens contraire, qui ont été invalidées. Donc c'est intéressant à savoir, c'est-à-dire que la thèse de l'ordre public, j'ai été très surpris de voir que, à date récente, quand on a eu des histoires comme ça, j'ai même entendu le président des radicaux de gauche me dire, mais quand j'étais petit, moi, mon plaisir, c'était les crèches dans les mairies. Alors bon, vous voyez, donc ça ne veut pas dire que la République soit bonne fille, ça veut dire que ces catégories intellectuelles, pour penser un problème, eh bien, veillent à se rappeler que déjà le Christ, qu'on appelait rabbi en la circonstance, eh ben, il avait mis dans son camp les autres rabbis au sujet de la femme adultère.
Et puis occasion peut-être de rappeler que la lapidation n'est pas seulement un privilège réservé aux islamistes radicaux. Alors, enfin, dans l'Antiquité. Alors, je referme cette parenthèse, mais je crois ces allées et venues entre le passé et le présent sont utiles pour éclairer la démarche que je vous propose. Ce qui s'est passé au XIIIe siècle a été un événement évidemment déterminant, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, je vous passe les détails, au cœur de l'affrontement entre le Saint-Empire et l'Église. Ça, vous le savez tous. Et l'Empire s'appuyait sur les cités et les gibelins, les partisans de l'empereur, qui prenaient appui sur les cités. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on voit les thèmes développés par les anti-européens, c'est ça. Un empire se reconstitue qui va permettre aux cités de renaître et de s'affirmer contre les nations. Alors, les Guelfes, eux, bien entendu, les partisans du pape, s'opposaient aux partisans de l'empereur, et ce conflit s'est soldé par un double échec. Autrement dit, les luttes entre Guelfes et Gibelins ont littéralement ruiné les villes en Italie, et en particulier Florence, où un certain Machiavel a observé ce qui se passait et a saisi l'occasion précisément pour affirmer quoi? Le droit des monarchies. Et la décence des monarchies a été accompagnée par un essor particulier de la pensée politique. Et cette pensée politique, elle a été marquée évidemment par saint Thomas, par Marcille Le Padoux et par Guillaume d'Occam. Mais j'observe d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les titres de leurs œuvres tournent tous autour de cette notion d'empire et autour de cette question de comment reconstituer et créer l'unité et la cohérence d'une monarchie. On sait comment ont été répartis les rôles. Je résume à grands traits parce qu'autrement, tout à l'heure, nous y serons encore. Et saint Thomas, lui, s'efforce de mettre l'ordre à naître sous l'autorité de l'Église, et il reprend l'idée aristotélicienne des cités constituées pour le bien, mais son but est de rétablir la suprématie du sacré en érigeant l'Église en instance morale de la cité. Autrement dit, ne pas s'y tromper. Bien sûr que la laïcité a été rendue possible par la pensée chrétienne et l'héritage chrétien, mais disons que saint Thomas, lui, a voulu la séparation pour protéger Dieu de César, et que un siècle et demi plus tard, Machiavel utilisera cette même idée, mais pour protéger César de Dieu. C'est comme ça qu'on finit par s'entendre et se reconnaître, en tout cas. Et en tout cas, le passage qui s'est opéré du XIIIe au XVe siècle et au début du XVIe siècle, avec Machiavel qui lui est juste à la frontière, le Prince c'est 1513, enfin la publication, et l'important est de noter que dès le Moyen-Âge, la question de la séparation du sacré et du laïque est posée, et elle est posée dans des termes qui ont nourri toute la succession des pensées politiques, évidemment, qui a nourri le Léviathan de Hobbes, qui, lui, alors, est dans une conception absolue de la jungle humaine. L'homme est un loup pour l'homme. La phrase, comme vous savez, est de Plaute. Elle est reprise à Plaute. Hein. Et donc, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Pendant plus de 4 siècles, les monarques se sont réclamés du droit divin contre l'Église. Et puis, avec les progrès de la croyance, ils perdront à leur tour cette source de légitimité.
Et le Léviathan de Hobbes se situe exactement dans la filiation de la pensée de Machiavel. Alors, ça, c'est le second temps. Troisième temps, ce que j'appellerais la révolution du sujet, c'est-à-dire ce que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne. Et c'est quoi? C'est la formation de l'esprit scientifique. Ce sont donc, dans le cours du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, les révolutions techniques. Les révolutions techniques, la machine à vapeur, le gaz, la chimie, la métallurgie. Et ça c'est un phénomène, Pierre Chenu a été un des premiers à y insister, c'est le doublement de la population de l'Europe et changement quantitatif vécu d'ailleurs par certains comme une menace qualitative, d'où la pensée malthusienne en 1798. Mais quel est l'intérêt de cette remarque-là? C'est qu'après la question de l'émergence de l'idée de nation et des moyens d'assurer un certain bien à l'intérieur de ces nations et de garantir leur unité, il s'agit à ce moment-là d'évoquer un autre problème beaucoup plus central, c'est la relation entre l'État, entre l'individu et l'État, entre l'individu et la société. L'individu se découvre. Le moi devient législateur, pour prendre l'expression qui était celle de Kant. Il est au centre de la politique. Et le transfert de la politique, donc, s'opère du plan qui jusqu'alors était vertical au plan horizontal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de basculement que Louis Dumont a appelé le passage du holisme, la totalité, à l'individualisme. C'est parfois un peu court, cette approche-là, mais enfin, il y a eu un basculement du plan vertical au plan horizontal. Et ce basculement amène l'individu qui se définir, non plus à se définir par rapport au monde, mais à considérer que c'est le monde qui prend son sens en fonction de lui. Alors là, c'est tout le travail, d'abord au XVIIe siècle, des moralistes, mais on voit bien que les moralistes se heurtent à un obstacle. Pascal, le moi, est haïssable. Alors, il met en garde, mais en même temps, il prend note de sa centralité. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre du tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il les veut asservir. Descartes, le généreux, selon Descartes, c'est là aussi un sujet promu qui commence à s'affirmer et puis qui, soudain, s'arrête. À la limite, mieux vaut se changer soi-même que changer l'ordre du monde. Tout ça va vite, mais vous voyez très bien l'intention. Elle est d'essence d'un moi dont le périmètre est limité à des frontières qui sont celles de la nécessité. Or, c'est dans ce contexte que l'explosion Rousseau-Kant prend tout son sens. Autrement dit, là, il n'y a plus de limites. Ou plus exactement, les limites sont d'une autre nature. Les limites, elles sont définies par mon rapport entre ma conscience et Dieu. Alors, bien entendu, Saint Matthieu, il y a un passage du Christ également renvoyant la conscience des individus, mais ça n'a pas évidemment la même signification que lorsque un événement intellectuel intervient dans un contexte global qui est caractérisé par un changement général des mentalités. Donc, l'individu est un sujet moral, et non pas d'ailleurs, faisons attention, que Rousseau considère que l'homme est bon en soi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a en tout individu une capacité de trouver par lui-même, dans sa conscience, les voies de solution qui correspondent en quelque sorte à la certaine idée qu'on doit se faire du bien. Je me rappelle là que j'ai été amené il y a quelques années
à faire un rapport au Conseil économique et social, et là je m'adresse aux pédagogues ici présents, sur la question de l'enseignement de la morale de plus en plus nécessaire dans nos écoles, en une période où les gosses qui arrivent, pour la plupart, n'ont aucun acquis familial, aucune préparation, rien qui leur permette de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. D'ailleurs, en sortant du métro, je me suis heurté à je ne sais pas combien de gamins qui me sont rentrés dedans, qui m'ont permis de retrouver d'ailleurs mon orientation en me faisant un demi-tour sur moi-même. Et c'est constant, c'est constant. À Sciences Po, il y avait des portes à souffler à l'entrée, qui étaient vachement bien, les portes à souffler. Mais les portes à souffler, ça a été la même chose. Vous savez que les petits refuges sur les boulevards, qu'on a appelé d'ailleurs, qui ont fut baptisé une maladie des fractures des jambes, la tibérite. C'est-à-dire que ces portes, de la même façon, se refermaient brutalement sur les vieux profs, qui évidemment se retrouvaient dans l'état du professeur Cosidus dans un des épisodes fameux de la série. Donc, effectivement, il a fallu renoncer à ces portes à souffler parce qu'elles se refermaient trop fort, les étudiants ne les tenaient pas, et vlan, vous les attrapiez de plein front, ce qui leur permettait d'ailleurs de s'apercevoir de votre existence et de vous saluer bien poliment. Et donc, le problème ici présent, qui est celui des rapports de civilité, et il est fondamental. Comment faire? Alors, d'abord, première réponse, il faut commencer dès la maternelle. Et ça, je pense que Jean-Michel Blanquer vous le dira mieux que je ne saurais le dire. C'est fondamental. C'est là que s'opèrent les premiers apprentissages, et ceux qui ne les ont pas, d'ailleurs, c'est foutu. Je veux dire, ça sera beaucoup plus difficile à rattraper par la suite. Deuxièmement, on se dit, oui, mais enfin, un gosse de 3 ans, on ne va pas lui apprendre ce que c'est que la loi morale au fond de son cœur et le ciel étoilé au-dessus de sa tête. Hein. Il ne fait pas beaucoup la différence. Eh bien, oui, peut-être. Mais il y a déjà des modes d'acquisition des pratiques sociales qui sont absolument nécessaires à donner. Et en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire. Oui, bien sûr, jadis, alors ça c'est évidemment pour le début du CM1 ou CM2, on mettait les devises au tableau noir, mon instituteur faisait ça, bien sûr, et c'était excellent. D'ailleurs, il écrivait vite et bien, ce qui, d'une certaine façon, c'était sa devise favorite. Vite et bien, je ne suis pas sûr que ce soit rigoureusement compatible avec une réflexion éthique mûrement nourrie. Hein. Mais l'essentiel, ce sont ces pratiques sociales, ces rapports de civilité. Qu'est-ce que c'est que les rapports de civilité? C'est des règles de droit non écrites. En principe, c'est du droit non écrit. Quand ça devient du droit écrit, c'est grave. C'est-à-dire, si pour vous éviter que votre voisin vous crache son chewing-gum à la figure, il faut lui mettre un policier derrière lui, si pour être poli, si on est poli pour éviter une contravention, il est évident que partout où il n'a pas été prévu de contravention, vous ne serez pas poli. C'est le problème. Le problème est là. Or, la question posée ici, celle des rapports de civilité, elle est absolument fondatrice. Et dans ce rapport, donc, j'avais essayé de définir un certain nombre de techniques, de moyens d'approche qui permettaient aux maîtres, à défaut d'une préparation des parents, d'enseigner aux enfants qu'il y a en effet des égards qu'on doit à l'autre, qu'on doit à l'institution, à tout ce qui représente l'institution et qui ne se limite pas évidemment à ceux qui sont galonnés. Voilà. Donc, c'est très difficile de transmettre la morale dès lors que
nous sommes dans des sociétés qui, depuis si longtemps, n'ont aucun égard pour la morale, ou plutôt considèrent que la morale est suspecte, et qui considèrent même que lorsque le droit s'appuie sur la morale, ça peut être pour le droit un facteur de délégitimation ou de fragilisation, car chacun peut avoir évidemment sa conception de la morale. Si l'on entre dans un système, dans une conception où le droit est le reflet d'une morale, à ce moment-là, on légitime d'une certaine façon une approche relativiste du sujet. Le problème donc de l'éthique est absolument aujourd'hui fondamental, car il faut comprendre que le droit est extérieur à la morale, ça c'est évident. Le droit n'a pas à prendre en charge la morale, mais il faut que le respect des lois soit suffisamment consenti par un groupe social déterminé, quel qu'il soit, pour permettre à la loi morale, finalement, d'aller de soi à l'intérieur de la société. Et pour permettre au rapport de civilité, finalement, de fonctionner de manière telle que la paix civile soit assurée. Alors, dernier point, puisque la lumière revient, aujourd'hui, le problème posé par notre société, c'est effectivement ce que j'appellerais la reféodalisation du monde. C'est-à-dire qu'il y a trois phénomènes qui sont conjoints, c'est-à-dire la montée du relativisme, il y a la crise du droit, telle que je vous l'ai résumée grossièrement, car si le droit n'est pas le reflet de la morale, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est le reflet d'un simple rapport de force? C'était la théorie marxiste, avec les résultats qu'on sait. Et donc, il est autre chose, il est effectivement l'ensemble des règles sur lesquelles s'accorde une démocratie. Or, une démocratie est-elle possible lorsqu'elle est scindée en autant de groupes qu'il y a d'identités remarquables et d'individus, donc, qui se déclarent comme et s'aliènent, en quelque sorte, à l'intérieur d'une communauté. Il n'y a plus, dans ces cas-là, de possibilité d'expression de ce que Rousseau appelait une volonté générale, peu importe le mot. Le problème, c'est le consentement. Comment y a-t-il consentement quand vous vous dites qu'après tout, les gens se sont... chacun se bat, au fond, pour défendre un intérêt, et un intérêt particulier, un intérêt personnel, ou un intérêt de groupe, qui est de quel ordre? Qui est de quel ordre? Le plus souvent, c'est un intérêt défendant ce que chacun considère comme son propre, et qu'est-ce qui est le propre? C'est le plus souvent, chez les plus déterminés, c'est l'ethnique et le religieux. C'est le phénomène que nous observons aujourd'hui, c'est l'interférence de l'ethnique et le religieux avec les consultations. Et voyez le résultat, le problème des primaires de la droite, on voit très très bien ce qui s'est passé. Et je félicite d'ailleurs votre institution sur son efficacité en la circonstance pour faire passer peut-être un candidat plus sympathique que les autres. Mais la question est là. C'est-à-dire qu'une démocratie n'est possible que quand le périmètre de la démocratie est cohérent et relativement homogène. Là où il n'y a plus d'homogénéité ou de cohérence, et je reviens à la formulation d'Aristote au début de mon propos, c'est-à-dire elle est un peu tautologique, mais malheureusement s'il y avait une réponse, ça se saurait, cette cohérence manquant, eh bien il n'y a plus de légitimité démocratique possible. Il faut toujours en appeler du peuple mieux informé, du peuple mal informé au peuple mieux informé, et il faut d'autre part que les modalités des consultations électorales soient mieux définies. Cette affaire des primaires, elle n'est pas du tout détestable en soi, pourquoi pas, mais en tout cas les primaires ouvertes, eh ben, c'est malheureusement un système de courant d'air qui prête le flanc à toutes les contestations possibles. Cette dernière remarque insiste au fond, souligne un point, qui est que, allez,
Un dernier mot, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Oui, j'en ai besoin, vraiment. Pour indiquer la complémentarité nécessaire entre les deux approches, c'est-à-dire le bien commun d'un côté, et puis de l'autre, l'intérêt général. L'intérêt général considéré en soi absolument, sans référence à une éthique quelle qu'elle soit, c'est le risque du cynisme et de la finalité prévalant sur toute autre considération, et en particulier des considérations de valeur. Il faut donc qu'il y ait également correction de cette idée par l'idée du bien commun. Sinon, qu'est-ce que l'on a? On a la tentation cynique d'ériger ses intérêts particuliers ou à court ou à long terme en une morale d'État, et on a la tentation également de le faire quoi qu'il en coûte en ce qui regarde l'idée de l'intérêt général. Et réciproquement, on peut avoir au contraire une morale qui, prévalente, considérera que l'intérêt général n'existe pas. C'est entre ces deux pôles que se situe la négociation que doit mener chaque citoyen. Certains seront plus religieux que d'autres, certains seront plus soucieux que d'autres de la patrie, de la nation. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que chacun ait le souci de faire en sorte que ses choix ne portent pas en eux-mêmes la destruction des principes desquels il se réclame, tout simplement parce qu'elle a méconnu et qu'elle a ignoré qu'il existe d'un côté un intérêt général et qu'il existe aussi de l'autre des valeurs à respecter. Alors, le problème des valeurs, c'est un problème infini. Elles sont contradictoires entre elles, on le sait très bien. Elles sont fragiles, mais plus elles sont fragiles, plus elles apparaissent fragiles, plus il est évident et nécessaire qu'elles soient respectées. Votre rôle à tous, c'est cela. Vous êtes assigné plutôt de la vocation de faire respecter les valeurs. Moi, de mon côté, je ne me verrai jamais confronté à vous dans le souci de défendre l'intérêt général. Il y a des moments où ils sont incompatibles, mais c'est toujours négociable. Dieu merci, il y a entre vous et moi un point commun qui est le refus de la démission de l'intelligence modérée. Merci. Bien, merci beaucoup Alain Gérard Slama pour cette mise en perspective historique dans l'histoire des idées politiques. Je crois qu'en vous écoutant, on mesure à quel point on parle beaucoup de la complexité de notre temps, mais se référer à l'histoire et remonter à l'Antiquité permet de relativiser d'une certaine façon cette complexité, on l'a bien entendu. Un grand merci à vous. Merci pour vos applaudissements. Je vous en prie.